Et bien voilà, nous voilà déjà dans les méthodes. Et tout d'abord, nous allons exploiter la relation delta U est égal à Q est égal à C fois M fois delta T. Donc, on extrude industriellement à 230 degrés Celsius du polystyrène stocké à 15 degrés Celsius pour former des tubes profilés. La production horaire est de 20 kg de tubes. Quelle est la chaleur nécessaire au chauffage du matériau pour 8 heures de production? Donné, on donne le C du polystyrène comme étant égal à 1340 joules par Kelvin par kilogramme. OK? Rappelez-vous, le petit c, c'est la capacité calorifique massique. Voilà. Eh bien, écoutez, avec ça, vous avez tous les éléments en votre possession pour pouvoir faire cet exercice. Donc, arrêtez la vidéo, papier, crayon, et c'est parti. Allez-y. Ça va, ça a fonctionné? Vous avez la réponse? C'est parfait. Sinon, si vous avez encore une petite hésitation, je vous donne un tout petit conseil pour pouvoir continuer. Delta T, la différence de température, s'exprime par le même nombre, en Kelvin ou en degrés Celsius. Donc il est inutile dans ce cas-ci de faire des changements, de système de température. Voilà, avec ce petit élément en plus, eh bien allez-y, jusqu'au bout. Alors, la solution de cet exercice est la suivante. Donc, on nous donne déjà une formule pour démarrer. Cette formule qui nous dit, donc exercice de méthode numéro 1, que la chaleur nécessaire au chauffage d'une masse M de matériaux avant extrudage est Q est égal à C fois M fois delta T. Voilà. La question est, est-ce qu'on connaît tout ça? Eh bien, C est donné, d'accord? Donc je le mets là dans les données. C est donné, on nous a dit qu'il valait 1340 joules par Kelvin par kilogramme. Ok, donc lui on le connaît. Est-ce qu'on connaît la masse? La masse. On ne connaît pas vraiment la masse, mais on nous dit que la production horaire est de 20 kg de tubes. Et on nous dit qu'on fait 8 heures de production. D'accord? Donc si on fait 20 kg par heure et qu'on en fait 8, eh bien la masse, ça va être simplement 20 kg fois 8. Ce qui va faire 160 kg. Bon, voilà la deuxième donnée dont on a besoin. On a besoin aussi de delta T pour pouvoir calculer notre histoire. Est-ce qu'on a delta T? Alors, on nous dit que l'extrusion va se faire à 230 degrés Celsius et le polystyrène, il était initialement stocké à 15 degrés Celsius. Oui, donc on a un delta T qui est la température chaude qui est 230 moins la température froide qui est 15, c'est-à-dire 215. 215 degrés Celsius ou 215 Kelvin. D'accord? Quand on exprime un delta T, que ce soit en degrés Celsius ou en Kelvin, ça exprime la même chose. Voilà. Donc avec ces données et la formule que j'ai écrite, je peux résoudre de façon simple cet exercice. Et je vais avoir que Q, c'est donc égal à 1340 fois 160 kg fois la différence de température de 215, ce qui va me faire, si vous faites ça à la machine, 4,6 fois 10 exposant 7 joules. Et dans 10 exposant 7 joules, on peut jouer aussi avec le 10 exposant 6 joules, qui sont des mégajoules. Donc je peux aussi écrire que ceci, c'est 46 mégajoules. D'accord? Puisque c'est 46 fois 10 exposant 6 joules, ou 46 mégajoules. Voilà. Et donc ça termine ce premier exercice de méthode. J'espère que tout cela est clair. Passons au deuxième donc. Alors, dans ce deuxième exercice, on veut comparer les propriétés thermiques de deux fluides. Donc vous avez ici de l'eau et de l'huile. Avec les données qui sont données, c'est une masse volumique ρ en kilogrammes par litre et une capacité thermique massique C en joules par Kelvin par kilogramme. Et ce qu'on vous demande, c'est ceci. On dispose de deux béchers contenant chacun le même volume V est égal à 50 ml de liquide. L'un de l'huile et l'autre de l'eau. Question. Quel est le liquide qui emmagasine le plus de chaleur lorsqu'on élève sa température de delta T est égale à 80 degrés Celsius? Voilà. Question claire qui veut une réponse claire. C'est à vous de jouer. À plus tard pour la solution.
Alors, allons-y pour la solution de ce deuxième exercice. Oui, je vous ai pas donné de conseils cette fois-ci parce qu'il était quand même très similaire à celui d'avant, du moins dans la façon de s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut savoir quel est le liquide qui emmagasine le plus de chaleur lorsqu'on élève sa température de ΔT égale 80 degrés Celsius. Donc la formule ici à utiliser, c'est que pour élever la température de ΔT, il faut apporter de l'énergie sous forme de chaleur. Donc l'expression de la chaleur apportée à chaque liquide sera, comme l'exercice d'avant, Q, C fois M fois ΔT. Et donc pour pouvoir appliquer la formule, de nouveau, il faut regarder si on a bien toutes les données. Donc quelles sont les données dont j'ai besoin? Alors j'ai besoin de C. C est donné dans chacun des cas. Il est donné en joules par Kelvin par kilogramme, donc tout va bien. C, je l'ai. Donc je l'ai même pour l'eau et je l'ai pour l'huile. Donc on va l'écrire ici. C de l'eau, c'est 4185. Donc joules par Kelvin par kilo. Voilà. Et C de l'huile, je le connais également. Il est plus petit, c'est 2000 joules par Kelvin par kilo. Ok. Après, ce qu'on se pose comme question, c'est est-ce que j'ai M? Est-ce que j'ai la masse? Je ne l'ai pas telle qu'elle. Par contre, ce que je vois que j'ai, c'est une masse volumique, donc une masse divisée par un volume, et qu'on me donne le volume V aussi. Donc je peux dans les deux cas établir la masse d'eau et la masse d'huile comme étant la masse volumique de l'eau fois le volume et la masse volumique de l'huile fois le volume. Donc la masse volumique de l'eau, eh bien c'est 1 fois le volume de 50 ml, donc ça fait 50 10 moins 3 litres. Pour l'huile, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 0,80. 0,80 fois 50. Alors 0,80 fois 50, sauf erreur de ma part, ça fait 40. 40, 10 moins 3 litres. Voilà. Donc GC, GM. Est-ce que j'ai delta T? Ben oui, lui, il était donné intégralement. Delta T est égal à 80 degrés Celsius. Ce qui équivaut, c'est la même chose qu'un delta T de 80 Kelvin. Et donc je peux résoudre mon problème. Si je calcule ce qui se passe pour l'eau, je vais avoir le Q de l'eau, ce sera C de l'eau fois E de l'eau fois la différence de température, ce qui fera donc 4185 fois, alors, la masse. Attention, la masse là, je vous ai mis un résultat ici en litres. C'est faux, c'est devenu des kilos. D'accord? Et là, c'est devenu des kilos. D'accord? 50, 10, moins 3 kilos. Fois delta T, c'est-à-dire fois 80. Ce qui me donne une réponse de, alors, 4180 fois 50, 10 moins 3 fois 80, c'est 17 fois 10 exposant 3 joules. Vous pouvez vérifier à la machine à calculer. Et si je fais pareil pour l'huile, je vais avoir C de l'huile fois la masse de l'huile fois le delta T, ce qui va faire cette fois-ci 2000 fois 40, 10 moins 3 fois 80, ce qui va faire, en calculant de nouveau à la machine, 8.0, en gardant deux chiffres significatifs, fois 10 exposant 3 joules. Ok. Conclusion. Qu'est-ce qui demande le plus de chaleur? Donc quel est le liquide qui emmagasine le plus de chaleur? Eh bien l'eau. L'eau est le liquide qui reçoit et emmagasine donc le plus de chaleur. C'est ce qu'on appelle un bon fluide caloporteur. Ok? C'est l'eau le plus élevé. Voilà. Et donc ceci termine ce deuxième exercice de méthode. J'espère que tout ça est clair et on se voit alors pour le prochain dans la foulée. À bientôt. Alors nous voilà déjà à l'exercice 3 qui consiste à calculer un flux thermique. Donc les parois d'un entrepôt de surface totale S est égal à 50 m², sont recouverts d'une couche de polystyrène de 2,5 cm d'épaisseur, dont la résistance thermique R est égale à 2, exprimée dans le système international d'unités. La température extérieure est de 0 degrés Celsius, tandis que celle intérieure est de 18 degrés Celsius. Premièrement, question. Quelle est la signification physique de R?
en déduire quelle est l'expression correcte du flux thermique à travers la paroi. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Ok. Deuxièmement, on veut retrouver par analyse dimensionnelle l'unité de R. Troisièmement, enfin, on veut calculer le flux thermique à travers l'ensemble de l'entrepôt. Voilà. Eh bien écoutez, c'est à vous. Hein? Papier, crayon, démarrez-le et finissez-le. À tout de suite. Oui, tout s'est bien passé? Non? Oui ou non? C'est pas? Bon, quelques conseils. Pour la question 1, pour un écart de température donné, il faut rechercher le sens de variation attendue du flux en fonction des variations de R. Ce qui va vous donner un bon élément de réponse. 2 et 3, eh bien pour 2 et 3, il faut utiliser l'expression du flux choisie en 1. Et voilà, une fois que vous aurez ça, c'est fini, il suffit d'appliquer. Voilà. Bon, avec ces petits conseils, si vous n'aviez pas su le faire, maintenant vous pouvez y aller jusqu'au bout. Allez, vous me rejoignez après avoir fini pour la correction. À tout à l'heure. Donc, voici la solution de ce problème, qui est le problème numéro 3, question 1. Donc, quelle est la signification physique de R? Mais R, c'est la résistance thermique. Ça mesure donc la capacité de la paroi à s'opposer aux échanges thermiques. Ok? Alors ensuite, quelle est l'expression correcte du flux thermique à travers la paroi? L'écart ΔT, il est fixé entre l'intérieur et l'extérieur. Donc le flux est d'autant plus faible que la résistance thermique est grande. D'accord? Plus la paroi résiste aux échanges thermiques, plus le flux thermique est petit. Donc flux, phi, doit donc être une fonction décroissante, d'accord, de R. Autrement dit, phi varie en fonction inverse de R. Et donc c'est l'expression B qu'il faut retenir. Donc la bonne expression, c'est le flux, c'est S sur R fois la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Alors, la question 2. On demande de retrouver par analyse dimensionnelle l'unité de R. Eh bien, de la réponse qu'on vient de donner en 1, on a que R c'est égal à S sur phi fois la température intérieure moins la température extérieure. S, ça s'exprime en mètres carrés. Le flux thermique, c'est une puissance thermique, ça s'exprime en watts. La différence de température, ça s'exprime en Kelvin. Et donc la résistance va s'exprimer en mètres carrés fois Kelvin divisé par watt. Ou encore, ceci équivaut à mètre carré Kelvin watt moins 1. Voilà, ça c'est l'expression de la résistance thermique. Troisièmement, calculer le flux thermique à travers l'ensemble de l'entrepôt. Et bien donc, la formule à utiliser ici, c'est celle qu'on a donnée en 1. Le flux thermique, c'est donc S sur R fois la différence de température. Est-ce que je connais tout ça? Alors, je vérifie. S m'a été donné. C'est 50 mètres carrés. Ok, donc tout va bien. Après, que m'a-t-on donné? La résistance thermique est 2 dans le système international, donc c'est 2. Et enfin, la différence de température, qu'est-ce que ça va être? J'ai 18 degrés et 0 degrés, donc ça va faire 18 moins 0. Alors 50 divisé par 2, ça fait 25, 25 fois 18, d'accord? Sauf erreur, ça fait 4,5 fois 10 exposant 2 watts. Et voilà, et ceci termine cet exercice de méthode, ok? J'espère que c'était clair pour vous. Et puis, ce l'étant, allons-y pour l'exercice 4. A tout de suite. Alors, dans cet exercice 4, on demande de distinguer les différents modes de transfert thermique. Et en particulier, on vous demande de donner un exemple de chacun des 3 modes de transfert thermique, qui sont les modes de convection, de conduction et de rayonnement. Voilà. Rappelez-vous, moi je vous les avais donnés sur un simple exemple du poêlon sur le feu, donc trouvez des autres. Voilà, c'est à vous. Alors, j'ai pas besoin d'écrire grand-chose ici pour la solution, donc je vous la donne verbalement. Donc au niveau de la convection, on a par exemple un courant d'air chaud qui s'élève au-dessus des radiateurs.
D'accord? Ça fait des mouvements tourbillonnants, c'est de la convection. On pourrait parler du même courant d'air chaud au-dessus d'un désert. Au niveau de la conduction, eh bien, un morceau de métal placé dans une flamme devient brûlant d'une extrémité à l'autre. C'est pas chouette là, j'ai pris le même exemple que le poêlon, grosso modo. Oui, c'est à peu près ça. Ça peut être aussi le bout de métal que tient le forgeron hein, quand il veut le façonner. Hein, pensez au forgeron dans le Moyen-Âge, là, quand il voulait faire une épée avec un morceau de métal, eh bien, il le fondait, mais il tenait bien l'autre bout avec un gant, parce que la chaleur se transporte d'un côté à l'autre. Ça, c'est de la conduction. Enfin, le rayonnement, c'est par exemple le rayonnement solaire, qui provoque, après avoir traversé le vide spatial, un coup de soleil, c'est-à-dire une brûlure de la peau, due à un échauffement. D'accord? C'est le rayonnement du soleil qui fait ça. Et bien voilà, ça termine donc cet exercice 4. À tout de suite pour le prochain. Blum. Alors, dans cet exercice-ci, on veut comprendre l'influence d'un gaz à effet de serre. Voici un petit schéma. D'accord? Et ce qu'on vous demande, c'est d'expliquer ce que représente 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur cette schématisation. OK? 2. Le schéma peut laisser supposer que la Terre se réchauffe sans limite. Comment expliquer que la température de la Terre soit stable? Voilà une bonne question. Et c'est à vous d'y répondre. À tout de suite pour la solution. Alors, quelques petits conseils si vous n'y êtes pas arrivé directement. Pour le 1, il faut bien sûr raisonner en termes d'absorption et de réflexion. Et pour le 2, il faut bien se dire que si la température de la Terre reste à peu près constante, c'est qu'elle reçoit autant d'énergie qu'elle en émet. Voilà. Ceci étant dit, là, vous devez aller jusqu'au bout. À bientôt. Alors, allons-y pour la solution de cet exercice. Donc, expliquer ce que représente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, déjà, on va commencer avec 1, 2. Donc, 2, c'est le sol hein, sur la Terre. 1, B1, c'est l'atmosphère. D'accord? Alors, que sont ces rayons? Ben, c'est les rayons du solaire qui vont et qui viennent. Les rayons du soleil. Donc, le rayonnement solaire, ici, 3, est en partie réfléchi, comme on le voit. Ça donne le rayon 4, ici, par l'atmosphère. Hein, et puis la partie qui est transmise atteint le sol, où elle est absorbée par le sol, et c'est réémis sous forme d'un rayonnement, d'accord, qui est de plus basse fréquence, donc de longueur d'onde plus grande, les infrarouges, par là, 5. D'accord? Mais ces infrarouges traversent plus difficilement l'atmosphère. En effet, les molécules des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et d'autres, d'accord, absorbent ces rayonnements infrarouges et les réémettent dans toutes les directions. Donc on a par exemple 5 et 6. Donc ici, il y a une partie qui est absorbée, une partie qui est réémise, et renvoyée en particulier ici, avec le 6, renvoyée vers la Terre. Donc le rayonnement ici qui revient vers le sol, 6, est de nouveau absorbé et renvoyé ici vers l'extérieur. D'accord? Donc, est de nouveau absorbé par les gaz à effet de serre, qui émettent dans toutes les directions, et ainsi de suite. OK? Donc voilà ce que signifie 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur cette schématisation. Alors, pour la question 2, est-ce que ça fait en sorte que la Terre se réchauffe sans limite, ceci? Ça ne peut pas l'être, évidemment, puisque sinon la température de la Terre ne serait pas stable. Donc la description qui est là ne s'intéresse qu'au rayonnement solaire qui arrive sur Terre. Évidemment, dans le même temps, la Terre et son atmosphère se refroidissent au contact avec l'espace froid, essentiellement la nuit, par la face opposée au Soleil. Donc la Terre et son atmosphère reçoivent globalement autant d'énergie qu'elles en émettent. Si la quantité de gaz à effet de serre augmente, ce qui va se passer, c'est que l'équilibre va s'établir, mais à une température plus élevée. Et c'est tout le problème des questions actuelles des gaz à effet de serre. Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi toute explication, que c'est très clair pour vous, et nous passons alors à l'exercice d'après, qui est déjà le 6. Alors il s'agit ici d'établir une chaîne énergétique. Madame Autant a fait installer une éolienne dans son jardin. Établir la chaîne d'énergie correspondante. Voilà, ça c'est une question simple. Papier crayon, c'est à vous, vous arrêtez la vidéo et vous répondez de votre mieux. Voilà, donc la réponse à cette question, elle est en fait très simple. Donc l'éolienne, en fait, va recevoir de la part du vent,
va recevoir les impulsions du haut vent. Grâce à ça, ça va faire tourner les pales de l'éolienne. Donc on va bénéficier d'énergie mécanique. Voilà. Cette énergie mécanique parcourant un alternateur, faisant tourner un alternateur, va créer de l'énergie électrique, qu'on va voir ici. Ok. Voilà. Énergie électrique. Et puis évidemment, en faisant tourner l'alternateur, on va aussi avoir des pertes dans le mouvement des pales, etc., etc. Il y a quelques pertes qui s'en suivent. Et donc on va avoir aussi génération d'énergie thermique. Le but du jeu, étant de récolter plus d'énergie électrique que d'énergie thermique. Sinon, on est en déficit. Voilà. Et donc la chaîne d'énergie, c'est celle-là. On a le vent qui va faire tourner les pales, donc de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique font tourner un alternateur pour transformer en énergie électrique. Et les pertes qui s'ensuivent sont transformées, elles, en énergie thermique. Voilà, voilà. Allez, on se voit au prochain déjà. À bientôt. Et nous voici déjà avec ce dernier exercice de méthode où il faut effectuer un bilan d'énergie complet. Donc on réalise les deux expériences suivantes. Expérience 1. Un système constitué d'un gaz enfermé dans un cylindre fermé par un piston est placé dans une enceinte thermostatée, ça veut dire dont la température reste constante. On exerce sur le piston une force de pression constante F est égale à 2000 Newton. La force s'exerce de manière uniforme sur toute la surface S est égale à 100 cm² du piston. Le volume de gaz passe d'une valeur V1 est égale à 40 décimètres cubes, à une valeur V2 est égale à 32 décimètres cubes. Les questions sont les suivantes. Calculer la pression extérieure, calculer le travail de la force de pression, calculer la variation d'énergie interne du système, et enfin dire si le système a perdu ou gagné d'énergie. Dans l'expérience 2, un système est constitué cette fois d'un liquide de capacité thermique C est égale à 2,5 joules par kilo, contenu dans un récipient. Celui-ci est placé dans un réfrigérateur. Au cours du refroidissement, la température du système passe de la température T1 de 20 degrés Celsius à la température T2 de 4 degrés Celsius. Sachant que le liquide est incompressible, calculez le travail des forces de pression sur le système. Calculez ensuite le transfert thermique Q, calculer la variation d'énergie interne, delta U du système, et dire donc si le système a perdu ou gagné de l'énergie de nouveau. Voilà un exercice un peu plus complet que les précédents, je pense. Il est tout à fait faisable, et je vous engage à le faire sans plus tarder. Papier-crayon, on y va, boum. Alors, voici quelques petits conseils si ça n'a pas été. Donc pour calculer une pression, il faut se rappeler la formule. La pression, c'est une force divisée par une surface. D'accord? Il faut bien faire attention que pour appliquer cette formule, les surfaces doivent être exprimées en mètres carrés. Ok. Ensuite, pour calculer le travail, il faut appliquer la relation qui relie ici une pression à un travail. Et cette relation, c'est W est égal à moins P fois delta V. Attention de nouveau, là-dedans, les volumes doivent être exprimés en mètres cubes. Ok, pour les questions de 3 à 7, eh bien, si la température est constante, alors la différence de température est égale à 0, que ce soit 0 Kelvin ou 0 degrés Celsius, et on peut appliquer la relation Q est égal à C fois delta T. Enfin, on peut appliquer alors le principe de la thermodynamique, que delta U c'est W plus Q, d'accord? La variation d'énergie interne, c'est le travail plus la chaleur échangée. Pour le 4 et le 8, eh bien, il faut relier le signe de la variation d'énergie interne à une perte ou un gain d'énergie, comme on a vu dans le rappel. Ok. Pour la question 5, rappelez-vous, le volume d'un liquide incompressible reste constant. S'il est incompressible, c'est que je ne peux pas le comprimer, donc le volume reste le même. 6, eh bien, pour calculer ça, il faut appliquer la relation du transfert thermique, Q égale C fois delta T, et la différence de température, comme d'habitude, à la même valeur en degrés Celsius ou en Kelvin. Voilà, plein de conseils.
Si j'ai été trop vite en les donnant, ben vous les repassez. Vous les repassez en boucle jusque quand c'est bien intégré. Et puis avec ça, vous devez aller jusqu'au bout de cet exercice. À très bientôt. Revenez me voir avec la solution. Donc allons-y pour la solution. Donc c'est l'exercice 7. Premièrement, on nous demande de calculer la pression extérieure. Donc la pression extérieure, la formule qui nous la donne, c'est une force sur une surface. Quelles sont les données? Est-ce qu'on a la force? Est-ce qu'on a la surface? Oui. On nous dit que la force, elle est de 2000 newtons. Et on nous dit que la surface est de 100 cm². Mais attention, il faut bien transformer des centimètres carrés en mètres carrés. Or, 1 cm², c'est 10 moins 4 mètres carrés. Donc 100 cm², ça va faire 1,00 10 moins 2 mètres carrés. Voilà. Et donc quand je veux calculer maintenant en résolution de ce 1, quand je veux calculer la pression, ça fera 2000 divisé par 1,010 moins 2, ce qui va me faire combien? 200 000. Oui. Ou d'une façon un peu plus scientifique, 200 10 exposant 5 pascal. Voilà la réponse à la question 1. Ok, qu'en est-il pour la 2? On demande de calculer le travail de la force de pression. Ok, donc le travail d'une force de pression, la formule qui est adéquate ici, c'est que le travail, c'est moins P fois V2 moins V1. Alors, on a la pression qui est calculée juste au-dessus. Ok, elle est là, la pression. V2 moins V1, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre les deux volumes. Attention, ils étaient exprimés en décimètres cubes. Donc, pour V2 moins V1, il faut que je le réexprime autrement. D'accord? Alors, 40 décimètres cubes, ça fait 40, 10 moins 3 mètres cubes. Et V1 qui était égal à 32 décimètres cubes, ça fait 32, 10 moins 3. Voilà. Donc, la différence de volume entre 40 et 32. D'accord? Alors attention, je me suis trompé dans le signe, j'ai fait V1 moins V2. Donc j'ai fait V1 moins V2 là. Donc V1 moins V2, ici, ça fait 8, 10 moins 3 mètres cubes. Attention, dans la formule, il faudra bien mettre l'opposé, ou bien on va le retravailler, je vais vous montrer. Ce qui veut dire que dans la formule ici, le travail, c'était égal à moins P fois V2 moins V1. Comme j'ai calculé V1 moins V2, eh bien écoutez, V1 moins V2, c'est l'opposé de ça. Comme j'ai encore le signe moins là, ça va faire en fait P fois V1 moins V2. Ça tombe plutôt pas mal que je me sois trompé. Ça fait donc 2,0010 exposant 5 fois 8 10 exposant moins 3. Ok? Ce qui fait 16 10 2 ou encore 1,6 10 exposant 3 joules ou 1,6 10 exposant 3 plus 3, 1,6 kilojoules. Voilà. Alors, question 3. Quelle est la variation d'énergie interne du système? Alors, une variation d'énergie interne du système, F, une variation de U, c'est Q plus W. Ok. Que vaut Q, que vaut W? Et on sait que un Q, c'est C fois delta T. D'accord? Et delta T, c'est 0 Kelvin, car la température n'évolue pas. Donc, la variation de chaleur, donc Q, c'est 0. 0 joule. Ok, ça c'est fait. Au niveau du travail, eh bien, on l'a calculé ici plus haut. Donc en finale, delta U sera égal à W, qui sera égal à 1,6 10 exposant 3 joules. Voilà, aussi simple que ça, eh bien oui. Quatrièmement, le système a-t-il perdu ou gagné de l'énergie? Alors qu'est-ce qu'on voit?
on voit ici que delta U est positif. D'accord? Delta U est positif, ça veut dire que la variation d'énergie interne est positive. Règle du banquier, le système a gagné d'énergie. Voilà. Donc le système a gagné d'énergie. Je l'écris. Très bien. Alors, allons-y pour le 5. On est dans la deuxième partie. Sachant que le liquide est incompressible, pour cette deuxième partie, pour cette expérience 2, calculez le travail des forces de pression. Ok. Alors, si le liquide est incompressible, la variation de volume est nulle. Ça veut dire que delta V est égal à 0 m3. On en déduit que le travail des forces de pression est forcément nul. D'accord? Puisque le travail des forces de pression, W, c'est moins P fois delta V. Donc si la variation de volume est nulle, eh bien le travail des forces de pression est nul. Ça fait donc 0 joule. Ok. Sixièmement, calculer le transfert thermique. Alors le transfert thermique, Q, c'est C fois delta T. On nous donne C et on nous donne delta T. D'accord? Delta T, on voit que ça va être 20 moins 4. C'est plutôt dans l'autre sens. Hein. C'est 4 moins 20, ça fait moins 16 degrés Celsius, ou moins 16 Kelvin. Et on sait que C vaut 2,5. Donc C fois delta T, ça nous fait 2,5 fois un delta T équivaut 4 moins 20, ce qui fait moins 16 degrés Celsius ou moins 16 Kelvin. Donc 2,5 fois moins 16, ça nous fait moins 40 joules. Voilà. Donc ce qu'on cherchait, le transfert thermique, c'est moins 40 joules. Ok. Calculez alors la variation d'énergie du système. Bon, de nouveau, la variation d'énergie du système, delta U, c'est W plus Q. Puisque W était nul et que Q est égal à moins 40, eh bien on va avoir 0 plus moins 40, ce qui fait moins 40 joules. Voilà, la variation d'énergie interne, c'est moins 40. Question 8 alors. Le système a-t-il perdu ou gagné de l'énergie? Eh bien on voit que delta U est négatif, donc le système a perdu de l'énergie. Voilà, voilà. Donc, dans l'expérience 1, le système a gagné de l'énergie. Dans l'expérience 2, le système en a perdu. Et on a fait le petit raisonnement qui permet de le déterminer de façon relativement simple et complète. Voilà, ben ça termine les méthodes. Hein, bon travail. Tu peux te reposer un petit peu avant de venir attaquer les exercices, ou c'est toi qui vas principalement t'exprimer. À bientôt.